Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 281e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour débriefer le tremblement de terre à Wembley samedi soir. 98 000 personnes pour assister à la défaite d'Anthony Joshua, martyrisé par Daniel Dubois qui l'a mis KO au 5e round. Avec moi cette semaine pour débriefer tout ça, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus sur YouTube et commentateur notamment des One Championship pour RMC Sport. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde, bah ça va super. Écoute, on l'avait pas prévu cet épisode-là. Non, mais il faut, parce que là, quand il se passe quelque chose comme ça. Exactement, il s'est passé une petite chose à Wembley. Tout le monde en parlait hier. Pour le coup, on a échangé tous les deux. Beaucoup de gens autour de nous voulaient parler de cette défaite d'Anthony Joshua contre Daniel Dubois. Donc on va en parler dans le RMC Fighter Club. Une atmosphère particulière et 98 000 personnes en fusion dans les travées de Wembley. Rien ne remplacera l'électricité d'un gros combat poids lourd en boxe, surtout dans un pays de noblards. Très attendu, le choc pour la ceinture IBF entre le champion Daniel Dubois et son challenger Anthony Joshua a accouché d'un tremblement de terre, avec un Joshua envoyé 3 fois au sol par Dubois avant de se faire terminer sur un énorme compte dans le 5e round. Champion du monde sur papier pour beaucoup, car sacré avec un titre abandonné par Alexander Usyk, Dynamite Dubois légitimé son statut avec un violent point d'exclamation. Quelle suite pour lui et quel avenir pour Joshua qui a perdu le combat qu'il ne devait pas perdre. Le RMC Fighter Club débriefe un chaos qu'on n'oubliera pas et se projette sur ses conséquences. Et merci à Max Labolin pour cette petite prod. C'était samedi soir, je le disais dans l'intro, Baba, 98 000 personnes à Wembley. Déjà, quand tu vois les images, quand même, c'est beau. Un vrai pays de boxe, l'Angleterre. Et puis, il y a une électricité, je le disais, chez les poids lourds, quand même, quand tu as un gros combat comme ça. Il n'y a rien qui remplace ça, Baba. Il n'y a rien, c'est. Il y a un truc en plus. Ça sortira dans quelques semaines maintenant, mais on a fait un épisode avec le coach de Francis Ngannou, de Dewey Cooper. Il l'a dit, c'est le sport roi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles que tu peux regarder du MMA, du kickboxing, etc. Mais quand il y a un combat de poids lourd dans le noblard, bah écoute, tout le monde est là, quoi. Et on le disait, mais moi-même hier, quand j'étais à la maison en repos, et donc Max et Arthur, nos producteurs, qui me disaient, mais même dans la rédac, même les gens qui sont pas boxe, ça parlait que de ça. Ça parlait que de l'image du chaos de Joshua. En plus, cette photo où on voit son visage déformé. Enfin voilà, il y a un truc. Quand il y a des gros combats, même quand on n'aime pas la boxe, on a un œil dessus parce que c'est à part et c'est unique. On va parler de tout ça, mon Baba, mais on va rentrer direct dans le combat d'abord parce que c'est très intéressant. Je le disais, il se fait envoyer 3 fois au tapis, Monsieur Anthony Joshua, premier round. 3e round et 4e round avant de se faire terminer dans le 5e. On va rentrer dans le détail, mais déjà, pour commencer, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, on le voit venir tout de suite. Rien que sur le jab, dans les premières secondes du combat. Ok, tu vas passer une longue soirée, Anthony. Voilà, Dubois, il est venu, il savait exactement ce qu'il allait faire. Il avait un plan très, très clair. Parce qu'il a un très bon jab, Dubois, et on va en reparler tout à l'heure. Te connaissant, Alex, on reviendra beaucoup sur Dubois et sur ce qui a été dit, n'a pas été dit sur lui. Et ce qu'il est, vraiment. Voilà. Il a un très très bon jab, et le plan, il était assez clair, c'est de travailler derrière son jab et tout de suite faire mal à Joshua, avec son bras arrière, entre autres, et pas laisser d'espace, lui mettre une pression monstrueuse d'entrée, c'est ce qu'il a fait. Et le premier jab qui touche, la tête de Joshua recule, et là tu te dis, oula, ouais. Il va passer un sale quart d'heure, Joshua, il va devoir à minima laisser passer l'orage s'il veut pas faire autre chose. Et donc Dubois lui met une pression pendant toute la première reprise non-stop, il lui met une pression, il le touche rapidement, et à partir de là
T'as ce sentiment que c'est une question de seconde, ouais. Ouais, exactement. Alors, il donne l'impression, moi je l'avais pas vu parce que je l'ai pas vu en live le combat pour le coup. J'étais occupé samedi soir, donc je l'ai vu un peu en replay et j'avais pas vu les entrées. Je les ai revues après le lendemain parce qu'on m'a pointé ça. Et en fait, je sais pas si t'as vu, Joshua, il trébuche sur une marche. Ok. Tu sens qu'il est un peu off quand même déjà. Qu'il est pas 100% focus. Enfin, qu'il y a un petit truc. J'avais pas du tout vu cette image. En fait, il y a une petite marche devant son entrée. Il trébuche dessus, il la voit pas et tu vois, tu sais comme un mec qui est pas à fond concentré. Bon, c'est qu'un petit détail en soi. Et donc dès ce premier round, il prend ce knockdown à la fin, dans les 10 dernières secondes. Moi, je voulais en parler de ce knockdown-là parce qu'il fait peur en fait. Oui. Il est en train de reculer en fait contre les cordes. Il est en train de reculer. Joshua, il prend une énorme overhand. La tête bouge pas du tout. Il bouge pas du tout sa tête. Il y a pas de défense. Les mains sont pas du tout hautes. Le menton est à l'air libre comme ça. Presque trop enfin, tu vois quel sentiment il t'a donné ce knockdown? C'est presque trop facile quoi. Enfin, tu vois, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'erreurs dans ce que fait Joshua sur cette fin de reprise et donc sur le knockdown. Joshua, on le sait tous, c'est quelqu'un qui bouge pas trop la tête ou le buste, qui aime beaucoup boxer en ligne et ne pas sortir lui sa tête de la ligne. Par contre, il va rester là, il va pouvoir échanger des directs comme il sait que c'est son point fort. Là, il recule contre les cordes quasiment en ligne, les mains très basses, avec une mauvaise appréciation de la distance parce qu'il pense qu'il va pas se faire toucher. Ah ouais, alors qu'il il touche assez pas tranquille, mais voilà, il le touche bien du bois. Tu vois, la distance, elle est là. Il le prend plein pot, sans défense et sans ses jambes derrière lui, comme on dit, pour pouvoir vraiment au moins accuser le coup. Et donc il se fait envoyer au tapis très durement. Ouais. Donc il y a rien, littéralement rien qui va dans ce knockdown pour Anthony Joshua. La seule chose pour lui d'intéressant, c'est que ça arrive juste avant le gong. Donc ça fait qu'il a 1 minute pour récupérer. Mais en même temps, tu te dis qu'il a déjà pas ses jambes. Joshua, il a une très mauvaise histoire de prendre les coups. Moi, je ne sais pas ce que tu penses, mais on ouvre ça. Mais il a un menton, Joshua. Il en a pris les coups, même contre Klitschko à l'époque. C'est important. Par contre, il récupère mal. C'est important. Une fois que les jambes partent, elles mettent très très longtemps à revenir, voire elles ne reviennent pas en fait. C'est important ce que tu dis, très important, Alex, parce que j'ai vu beaucoup passer ça tout le week-end et j'ai reçu des messages en ce sens tout le week-end où on me dit mais Baba, t'as vu, il a pas de menton. C'est pas qu'il a pas de menton, c'est les poids lourds, les gars. C'est des mecs qui font 110, 120 kilos. T'en prends une, tu vas la sentir. Ouais. N'importe qui prend les coups et descend. Tout le monde. Fury descend, Usyk descend, tout le monde descend en fait. La question après, c'est comme tu l'as dit, c'est ta capacité à récupérer. Le problème de Joshua, c'est qu'il prend les coups, il va au tapis, il récupère pas. Ça a toujours été son problème. Il récupère très mal des coups qu'il va prendre. Tu sais, souviens-toi, le 6e de Fury Usyk en mai. Ouais. Quand Fury le martyrise à coups du percute. La fin du round, elle est pour Usyk. Il récupère en cours de round. Il a même pas la minute entre les deux. Il récupère en cours de round. Usyk, il a toujours montré l'inverse. Usyk, il a montré que quand tu le touches, tu passes un sale quart d'heure derrière. C'est toi qui le touches et c'est toi qui prends un bouillon derrière à chaque fois. C'est ce qu'il avait fait contre Joshua dans la revanche. Tout à fait. Le round d'après, c'est ce qu'il a fait à Fury derrière, entre autres. C'est ce qu'il a fait à Dubois, c'est ce qu'il a fait à plein d'autres. Donc Joshua, c'est l'inverse. Quand il se fait toucher, c'est toujours compliqué derrière. Donc voilà, là on l'a vu. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, ça va être compliqué pour lui parce qu'on sait qu'il récupère pas bien. Et en plus, Joshua, il a tendance à combattre avec ses émotions. Il a tendance plutôt qu'à essayer de temporiser, à prendre un round pour récupérer, parce que c'est quand même de la boxe anglaise et que tu as 12 rounds, c'est un championnat du monde. Lui, il part du principe qu'il a que un round derrière, donc il va partir à la guerre. On y va. Et il est sujet à reprendre d'autres coups puissants derrière, et c'est ce qui s'est passé. Donc, parce qu'en fait, le calvaire, il continue derrière. Dès le début du round 2, il est durement touché aussi. Regardez les 30 premières secondes du round 2, il y a quelques coups de Dubois là, qui font très 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 mal. Il s'en sort un peu comme il peut, entre guillemets, et puis là, on arrive dans le round 3, où là, la fin de round 3, il y a encore un knockdown, qui est d'ailleurs pas vraiment compté, l'arbitre le sauve, alors qu'il met clairement les 2 points au sol, et va jusqu'à la fin du gong du round 3, mais les jambes, elles disparaissent totalement quand il prend ce coup, elles disparaissent totalement, il est flagellant, il danse, comme on dit dans le truc. Moi, je suis son coin, je suis même pas sûr que je le renvoie, en fait. L'arbitre aurait pu mettre KO, j'aurais pas été choqué. Et si le coin dit tu repars pas, je suis pas choqué non plus à ce moment-là. C'est déjà, premièrement, il prend 2 knockdowns du coup, puisque l'arbitre ne le compte pas alors qu'il doit le compter. Il prend un coup puissant, ses 2 mains touchent le sol, les 2 gants touchent le sol, c'est la règle de la boxe. Tes 2 gants touchent le sol, tu dois être compté, c'est un knockdown. Il le renvoie à l'arbitre parce que l'arbitre, il a clairement eu dans ce combat une volonté de donner toutes les chances possibles et imaginables à Joshua de rester dans le combat, beaucoup trop d'ailleurs. Et derrière, il prend un KO. Pour moi, c'est un KO qu'il prend en fait. C'est un KO qui prend sur le gong. Il se relève, certes, mais si tu fais ça au milieu du round, il se relève, il est pas du tout alerte, il a le regard dans le vague, tu l'arrêtes normalement. Et c'est vrai, exactement. Ou alors ça se finit très vite derrière, tu le fais reprendre. C'est ça, donc là, comme il est dans son coin et que on est dans la minute de repos, il a déjà perdu 15 secondes à se faire compter. Il a plus que 45 secondes pour récupérer, à entendre des consignes, peut-être les écouter, peut-être les comprendre.
On va passer au consigne. C'est pas à ce round-là, c'est celui d'après où on va passer au Sauf consigne. que là, on voit, moi je regarde le coin à ce moment-là et je constate qu'il n'y a aucune intention, de l'arrêter. Mais ça, je suis pas surpris. Pour être honnête, je suis pas surpris parce que en toute franchise, je crois pas, j'ai jamais cru que c'était le bon entourage et le bon coin pour Joshua. Je pense pas qu'il ait choisi le bon coach à mon avis. Ben Davison, et on va y revenir. Et derrière, je sais aussi que c'est un coin qui va avoir, c'est un entourage Joshua où dans la boxe, il y a deux types de coins en fait. Tu vas avoir ceux qui sont là en tant que coach réellement, qui vont guider leurs boxeurs et qui vont leur donner des instructions et qui vont être là vraiment, qui vont avoir sa santé à l'esprit. Elle a par le côté technique d'un coach. Exactement. Et puis vraiment la partie coach, la partie paternelle du coach, où vraiment, en fait, tu vas faire ce que je te dis et pas l'inverse. Motivation speaking. Voilà. Voilà. Et puis tu as l'inverse. Tu as ceux qui sont là, qui ont été choisis pour entourer une superstar. Et on n'est plus sur des yes men en fait. Ils vont pas, et à aucun moment ils vont se dire je vais l'arrêter parce que si je l'arrête, tu comprends, il va m'en vouloir et je peux pas faire ça. Donc il faut que je trouve des moyens de travailler autour. Et à mon avis, c'est ce qu'on avait là sur ce combat. Mais on va avancer parce que je t'ai dit, les instructions entre le round 4 et 5, là, ça devient très très intéressant. Cette fin, pour finir ce knockdown de fin de round 3 aussi, même techniquement, le compte qu'il prend, en fait, Edgy, il s'engage beaucoup trop sur son bras arrière. À ce moment-là, il s'engage beaucoup trop et il se fait contrer. C'est très méchant, c'est pas du tout comme un amateur, mais c'est vraiment, techniquement, c'est aussi pauvre. C'est ce qui fait qu'il se fait contrer. C'est parce qu'il n'a pas de lucidité. En fait, comme il a aucune lucidité, c'est l'ego et c'est les émotions qui prennent le dessus, visiblement. Et franchement, pour moi, c'est pas avoir une discussion de comptoir, ce qu'on a à voir. C'est ce qu'on avait sous les yeux, tout simplement. C'est ce qu'on a sous les yeux, c'est l'historique d'Eiji qui nous le dit. Et donc, avec les émotions, il essaye, lui, à tout prix, de toucher, de faire mal à Dubois autant que lui a eu mal. Sauf que Dubois, il a toute la capacité, toute la latitude pour pouvoir lire ces attaques-là de Joshua et le contrer très durement, et c'est ce qu'il a fait. Vraiment, tu as l'impression qu'il lit tout. Sur ces 4 premiers rounds, là, qu'il y a une énorme différence en fait, entre les deux dans la lecture du jeu de l'autre. Il a réussi très vite à ralentir le temps, en fait, Dubois. En le touchant rapidement, en établissant son jab rapidement, et des doubles attaques comme ça derrière, il a pu ralentir le temps. À sa faveur à lui, en fait, à son avantage. Dès le début, c'est posé. Ça continue dès le début du round 4, où il l'envoie au sol, Dubois l'envoie au sol sur un jab. Il démarre le round, ils avancent, il lui met un jab, boum, terminé, et l'autre, il vacille. Parce qu'il n'a pas récupéré. Ce début, il est pareil, il est flippant. Moi, quand tu es devant le début du round 4, tu dis waouh, il est en train de vivre un calvaire absolu, quoi. Il peut rien faire, en fait. Là, c'est compliqué. Là, ça tourne à la correction, parce qu'il se fait renvoyer au tapis, il se relève, il se frappe le buste. Oui, en plus, il showbote, il essaie à moitié showboter. Il essaie de donner des choses. Il est complètement sorti du combat. À ce moment-là, il est complètement sorti du combat. Il essaye de. Ensuite, je pense qu'il arrive à retourner un peu dedans. Et là, pour donner du crédit à son coin, c'est probablement son coin qui lui demande de dire calme-toi, essaie de retourner dans le combat, essaie de produire quelque chose. Et paradoxalement, ce qui se passe derrière, c'est que ça va être à peu près sa meilleure séquence, l'une de ses meilleures séquences en tout cas, parce qu'il arrive à retrouver un petit peu des jambes, il arrive à boxer un peu mieux Dubois maintenant, et donc il arrive à avoir un peu de succès derrière avec son bras arrière. Donc c'est un peu mieux ce qu'il fait à partir de là. Mais encore une fois, il n'a pas toutes ses capacités physiques, donc c'est compliqué. Non, c'est très compliqué, et on arrive donc sur ce round 5. D'abord cet interround, parce qu'il est intéressant, on a vu les images sortir depuis. Et donc Ben Davison, le coach dont tu parlais, qui est son coach de coin depuis quelques combats, ancien coach de Tyson Fury notamment, qui lui dit « roll the dice ». Littéralement. Il dit roll the dice, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est jette les dés. Jette les dés. Et il lui dit rentre avec ton uppercut. Directement. Il lui dit, attends, j'ai noté la phrase, que je dis pas de bêtises, bring it up. Roll the dice and bring it up. Et il le fait, il fait le mouvement. Et il fait cet uppercut avec lequel Joshua va rentrer et se faire contrer pour la séquence finale, le KO final. Mais déjà, la séquence, avant ça, la séquence. Donc Joshua, il touche Dubois à un moment dur avec son bras arrière pendant le 5e round. Tu sens que Dubois la prend. Elle est forte et elle touche très très bien. Et derrière, c'est n'importe quoi, Baba. Et je vais pas être méchant en disant ça. Mais il enchaîne 4 coups du bras arrière sans aucun setup. Aucune préparation. La mâchoire en l'air. La mâchoire bien à l'air. Les mains pas du tout, totalement baissées, pas du tout en protection. La tête qui bouge pas. Ah, j'y vais, je te lance ces 4 bras arrière. S'il y en a un qui touche et que tu tombes, yallah, c'est la fête. Mais en fait, il peut se passer que ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu leads avec cet uppercut du bras arrière, quand tu essayes de rentrer comme ça sans aucune préparation, et la main basse, tu te fais toucher. Et face à Dubois, ça pardonne pas. Moi, elle est terrible cette séquence, je trouve, Baba. C'est incroyable. Moi, j'ai dit derrière, l'ayant vu ensuite hier, j'ai dit qu'il a fait une Cody Garbrandt. En termes de fight IQ, nos fans de MMA et du UFC, voilà, tu touches avec ta droite, certes, mais comme il a aucune lucidité,
il va à l'attaque, il se rue à l'attaque en fait, il fonce. Encore une fois, là, c'est les émotions qui prennent le dessus. Il fonce, il essaye de descendre son adversaire, et lui, il pense qu'il fait quelque chose d'intelligent, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il envoie 3 directs d'affilée, et il se dit là, je vais varier maintenant. Comme j'ai envoyé 3 directs, je vais envoyer un uppercut, tu vois. Sauf que tu arrives avec ton bras arrière en uppercut, sans préparation, en pensant que ton adversaire en face à toi, il est sur le point de tomber, alors que pas du tout. Il est bien sur ses appuis. D'ailleurs, dans le coin, ils lui disent en fait, parce qu'ils disent Dubois step into his jab, donc il avance quand tu jabs. Donc ils se disent, bon bah en rentrant avec l'uppercut, s'il avance parce qu'il pense que c'est un jab, je vais le choper. Sauf que la main est basse et que c'est fatal. Explique-nous en quoi c'est une erreur absolue de faire ça, Baba. Le uppercut du bras arrière, je dis toujours, c'est le coup le plus dangereux. Et c'est le coup le plus dangereux à la fois pour ton adversaire, parce que si tu touches avec ton uppercut du bras arrière, a priori, il y a de grandes chances que tu envoies ton adversaire au tapis, mais à l'inverse, c'est le coup où tu vas être le plus ouvert et le plus longtemps. Le plus exposé. Ouais. T'es vraiment très exposé. Si tu le prépares pas, t'es exposé au crochet du bras avant, t'es exposé au direct du bras arrière, enfin t'es exposé à beaucoup de choses de ton adversaire, surtout s'il ajoute du mouvement, ça peut être très compliqué. Il a beaucoup de temps pour lire en fait ton adversaire, surtout s'il t'a vu. Et là il l'a vu en fait, Dubois il l'a vu clairement, donc il part très bas, déjà qu'il a les mains basses, et on l'a vu, hein, c'est pour ça qu'il s'est fait knockdown pendant ce combat plusieurs fois. Il arrive sur un coup, lui, je pense, il doit penser que Dubois est très touché. Il doit penser qu'il a pu lui faire mal. Alors que Dubois est plutôt bien, il est plutôt sur ses appuis. Et dans cette séquence-là, il a pris qu'une seule des droites en fait, Dubois. Une seule des 3 ou 4 qui ont été envoyées, il en a pris qu'une seule vraiment qui lui a fait mal, certes. Il est d'ailleurs très malin, il recule vers les cordes, tu vois, il est malin, il est pas en... Il prend un pas de retrait en se disant ok, j'ai touché, je fais attention. Viens, puisque tu vas venir, viens. Mais par contre, il est très clairvoyant, il voit bien et il sait qu'il va pouvoir contrer avec son bras arrière. Je sais pas s'il a anticipé l'uppercut du bras arrière de Joshua, mais en tout cas, lui, il a envoyé sa droite dans le timing parfait, au moment où Joshua lui envoie son coup. Donc j'ai envie de te dire, même si ça avait été un direct du bras arrière de Joshua, Dubois aurait touché. Oui, je vois ce que tu veux dire, puisque le timing était parfait. Il aurait touché quand même de toute façon, et ça aurait fait très très mal. Et par contre, comme c'est le bras arrière, avec tout le poids que Joshua envoie sur ce coup, tu envoies ton poids et tu prends le coup de ton adversaire. Là, c'est une combinaison explosive et forcément, tu vas au tapis pour le compte. Ouais. Alors, au moins une chose, Ben Davison, pour le coup, il est passé en conférence de presse, il a totalement pris il a dit. On nous donne du crédit quand pour la série de victoires d'avant. Il prend ses responsabilités et dit je suis responsable aussi de la défaite. Donc il s'est pas caché au moins pour le coup. Non, c'est bien qu'il se soit pas caché. Mais encore une fois, c'est des ajustements techniques. Je veux pas être trop sévère. Moi, je disais juste que moi, je parle quand tu parles de collaboration entre coach et boxeur, c'est pas parce que j'ai envie de dénigrer le coach. Bien au contraire, c'est mes collègues, les coachs. C'est pas ça. Le truc, c'est de dire est-ce que ça va fonctionner. Est-ce que ce matching va fonctionner? Et je pense pas, moi, que c'était ce qu'il lui fallait, ce qu'il avait besoin après ses combats contre Ruiz et surtout après ses défaites. Après Usyk. C'est pas ce dont il avait besoin. Joshua, c'est un boxeur athlétique. On va pas se cacher. C'est quelqu'un qui est extrêmement fort physiquement, qui a toutes les qualités du poids lourd moderne, mais en termes pugilistiques, c'est pas le technicien. À chaque fois qu'il est tombé sur un technicien, il a eu beaucoup de difficultés. Et donc c'était quelque chose de différent à mon sens qu'il avait besoin. Et là ça s'est vu. Et puis là, quand tu tombes sur un combattant qui est au moins aussi athlétique que toi, si ce n'est pas plus, qui tape probablement plus fort que toi et qui est plus jeune, qui arrive seulement à son prime, il a que 27 ans. Totalement. Ouais. Et on va bien en reparler parce qu'on l'a enterré trop vite. Beaucoup l'ont enterré trop vite. C'est compliqué et on l'a vu donc. Et même le côté yes man du coin, dans cet interround de KT5, où il est très intéressant aussi, pareil, je sais pas si tu l'as vu passer, mais dans les 30 dernières secondes, Joshua le regarde et lui dit « is shit ». Il dit Dubois est de là. Et en fait, le côté yes man, alors c'est compliqué, hein, je suis pas dans c'est plus simple de le dire depuis mon siège que dans le coin, dans l'intensité d'un combat et pendant le truc. Mais à ce moment-là, faut lui nuancer, à mon avis. Il faut le remettre face à sa réalité. Voilà, tu vois, il faut le remettre face à sa réalité. T'as encore ta chance, c'est de la boxe poids lourd. Si tu l'encales une, il peut tomber. Mais non, c'est pas ce qu'il te fait depuis 4 rounds là, he's not shit. Hein. C'est ça. Et la réalité, c'est non seulement t'as un combattant en face qui est capable, et puis surtout sa réalité. Et là, Joshua à ce moment-là, c'était de lui dire, mon ami, il faut que tu montes sur ton vélo. Et on va avoir besoin d'au moins 2 rounds où tu vas te déplacer. Stick and move, tu vas te déplacer, tu vas essayer d'utiliser ton jab. Attention au timing parce qu'en face, il a un meilleur jab que toi visiblement. Et voilà, il va falloir se déplacer, tâcher de récupérer. Et ensuite, on va pouvoir voir comment on fait une fois qu'on est beaucoup plus lucide, effectivement. Et on va écouter un son qui était très intéressant parce que
l'interview post-ring, sur le ring de Joshua, moi c'est comme en MMA, je comprendrais jamais d'aller interviewer le perdant. Le mec qui vient de prendre un KO et d'aller lui tendre un micro et lui dire comment ça s'est passé. C'est catastrophique. C'est cata, donc ça donne rien de, ça donne rien de bon jamais. Ensuite, il est passé en conf une petite minute, mais pareil, pas grand-chose d'intéressant à ressortir. Par contre, il croise dans les travées de Wembley, il croise Steve Bunce, qui est un des grands journalistes de boxe en Angleterre, notamment présentateur du podcast BBC 5 Live Box, et ils se connaissent très bien. Ça fait des années qu'ils font des interviews ensemble. Et là, il va dire un peu plus de choses. Ça dure 1 minute. C'est hyper intéressant. Et on va en parler juste derrière, Baba. Anthony Joshua avec Steve Bunce, peu après le combat, dans les travées de Wembley. How was the first round? Le premier round, j'ai pris une droite en overhand alors que j'avais le menton à l'air, sans défense. Kaboum. À partir de là, ça a été une descente pour moi. J'ai essayé de changer les choses, mais ce n'était juste pas ma soirée. Quand tu es sorti pour le 5e round, tu avais l'air beaucoup mieux, beaucoup plus tranchant. Tes mains étaient en l'air, tu paraissais plus concentré. Ouais, je l'ai ensuite touché avec un bon coup et j'ai essayé de terminer l'affaire, mais je me suis fait attraper par une droite en overhand quand j'ai tenté de lancer un uppercut. Le truc, c'est que je ne préparais pas mes coups, je ne les mettais pas en place. Quand tu pars à la bagarre comme ça, il faut être plus sniper. Mais quand tu t'es fait toucher plusieurs fois, c'est un peu le mode survie. J'étais en mode survie, je voulais juste le terminer, mais on s'est mis à la bagarre et c'est lui qui m'a touché. Tu l'as touché également, mais c'est lui qui a mis le dernier coup. Exactement. Tu penses que tu es fini ? Non, nous sommes des gladiateurs. C'était juste une mauvaise soirée au bureau. Mais si les gens veulent toujours me voir combattre, je combattrai. Très intéressant, je trouve, en 1 minute. Il dit beaucoup de choses. Déjà, clairement, il ne cherche pas d'excuses. Tout ce qu'on vient de dire, Baba, c'est une très bonne analyse qu'il a. Il fait une très bonne analyse, ce qui est assez rare pour le coup en sortie de cette pré un KO. Mais c'est ça, cette idée, il est parti à la veille. Il le savait, j'étais en mode survie, il le dit. Parti à la bagarre, mais c'est lui qui a touché. Il a tout dit, en mode survie, parti à la bagarre, pas de préparation des coups. Il a une très bonne analyse. À chaud, en tout cas, son analyse est très bonne. Maintenant, à froid, il va falloir savoir comment gérer tout ça et repartir, parce que visiblement... il y a de grandes chances qu'il refasse le même combat. C'est dur, à ton avis, dans la tête d'un Joshua, tu vois, puisqu'on n'est que quelques minutes après le combat, quand il est au micro de Steve Bunce. Il a déjà une analyse très bonne. En fait, tu te rends compte qu'il n'a pas fait ce qu'il dit, en fait. Enfin, tu vois, et qu'il savait très bien qu'il faisait des erreurs en préparant pas ses coups en match. Comment tu gères ça quand tu es dans la tête de Joshua ? Tu te dis, j'ai pas été au rendez-vous. Non, mais là, il va avoir une frustration qui va durer des semaines, probablement. Tu vois, parce qu'il se ment pas à lui-même, ou il est pas en train de dire. C'est ça. Il y a des boxeurs, il y a des boxeurs qui arrivent pas, qui ont une mauvaise capacité à se remettre en question, qui n'ont pas beaucoup de capacité à l'autocritique. Ça fait que quand tu vis dans un monde où pour toi t'as tout bien fait et que le boxeur en face a eu de la chance, tu sais, t'as pas besoin d'analyser. Là, il a une très bonne analyse, donc ça va beaucoup le frustrer. Ça va beaucoup le frustrer parce que même si il a raison, il a été touché très durement dans le premier round et derrière c'est compliqué, tu vois. Mais la réponse au fait que tu t'es fait toucher durement comme ça, elle a été mauvaise. Et ça, il le sait. Et c'est ce qui va le frustrer pendant très longtemps. Parce que comme tu dis tout à l'heure, c'est un 12 rounds. Un 12 rounds, c'est une aventure. T'as le temps de te remettre en fait. Et on a vu combien de fois des combattants se faire mettre quasiment KO dans les premières reprises et derrière construire un combat pour pouvoir le gagner ou au moins pour pouvoir récupérer un match nul derrière. Avant de passer à Dubois, parce que c'est quand même, il mérite qu'on s'attarde sur lui, et vu comme il a déjoué les pronostics aussi, mais on reste sur Joshua, parce qu'on vient de l'entendre, 34 ans, 4e défaite en carrière, il est à 28-4 en carrière, 4 défaites et 6 victoires depuis le premier combat contre Andy Ruiz, qui était la première défaite. Donc on voit que c'est difficile en fait, depuis, et qu'en fait c'est chaque fois qu'il a affronté l'élite, depuis, il a perdu. Contre Zik, contre Dubois. Il y avait cette série, donc Robert Helenius, Otto Wallin, Francis Ngannou, avec Ben Davison dans le coin. Et en fait, je sais pas ce que t'en penses, mais beaucoup trop ont survendu en fait cette série-là. C'était une série de finish, mais voilà, on était là, il est de retour. Tu te rappelles ce qu'on voyait passer, hein, redonnez-lui sa chance contre Zik. En fait, c'est lui le meilleur poids lourd de la planète. Et il va vous machin. C'était Helenius, Wallin et Ngannou. Ça a été, alors, no disrespect, c'est des poids lourds hein, de haut niveau, mais il y a there's level to that game, il y a des levels dans ce jeu, et en fait, c'était pas marquant. Enfin, tu vois, c'est pas ce qui faisait que c'était le Edgy de retour, Baba. Non, c'était tout le problème que j'avais par rapport à ça. Après, il y avait beaucoup d'euphorie et on essaye aussi de pas tout le temps être le pisse froid dans la pièce. Hein. Donc, il faut essayer de garder cette catégorie reine vivante avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'est pas moi qui vais être toute la journée en train de dire, mais vous comprenez, on n'a rien vu. Mais pourtant, on n'avait rien vu. Clairement, en termes d'ajustement. Depuis ces nouveaux entraînements, entre guillemets, les meilleurs ajustements qu'on a vus, c'est dans le deuxième combat contre Usyk. Où là, ça avait été intéressant. Où il avait essayé de boxer plus sur ses qualités. Maintenant, face à lui, il avait un boxeur générationnel. Il n'a pas gagné.
Et ça aurait été bien de dire à ce moment-là, bah en fait le mec en face il est juste trop fort, Ouais, tout il est simplement, juste, quoi, ouais. tu vois. Plutôt que de trouver encore des trucs pour dire il est pas passé loin, il aurait dû gagner ce combat et c'est lui le meilleur poids lourd du monde. Et je vais pas en vouloir à Eddie Hearn de faire son travail promotionnel. Donc après le combat contre Francis, il a dit que c'était le meilleur poids lourd avec son activité et que personne ne bat ce Joshua là. C'est un promoteur. C'est son job. C'est un promoteur, c'est son travail. Il faut pas trop récupérer là-dedans. Maintenant, il faut faire attention à ne pas trop acheter la hype non plus du promoteur et avoir ce qu'on a en face des yeux et de se dire que contre Wallin et contre Helenius, il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas assez de matière pour comprendre s'il y avait vraiment eu de la progression. Et je vais être le premier à dire que j'étais pas sûr que Dubois, le combat contre Dubois, nous montre encore une fois des progressions techniques. Parce que moi, je savais qu'en face de lui, il avait un poids lourd athlétique fort. Puissant. C'est pas un Fury, c'est pas un Usyk Non, en face de lui. Donc, Un puncher puissant. c'était à qui va toucher, va gagner. Très clairement. Donc maintenant, on a vu aussi que moi, les inquiétudes, elles vont être au niveau mental, encore une fois. Ouais. Au niveau des axes de progression, c'est toujours au niveau mental. Comment gérer l'approche de son combat, comment gérer Tu te rappelles certains aspects du la combat. fin des combats contre Usyk, quand il Ouais. prend le micro et que c'est très gênant. Ouais. Là, tu le disais au 4e, quand il prend son 3e down Ouais. du combat, il est archi dominé, qui continue à se taper. Il se tape encore. Et aussi, encore, juste avant de se faire mettre KO, il y a une image aussi. Ouais, hein. Il y tout a à une image très parlante où il fait des. Il parle avec quelqu'un Il dans se le tourne, public, exactement, il se tourne, il est dans le coin, il Ouais. tourne la tête en souriant, en en parlant à disant un mec tout dans va le bien, coin. ça va bien se Et passer. tu sens qu'en fait, c'est un mec Mm. qui a du mal quand ça devient dur. Ouais. Et quand ça va pas dans son sens, et que psychologiquement, il est C'est un peu il est friable à ce niveau-là, quoi. C'est le château de cartes qui Ouais. s'effondre et il a du mal à gérer cette situation-là. Et donc c'est là, les points d'inquiétude vont être plus de ce côté-là. Ouais. Donc voilà, il y a. Et PS, tu parlais d'Eddie Hearn, le PS. Hein. Ouais. Frank Warren, il lui met quand même lourd cette année. Hein. Ah, bah là, dans le 5 contre 5, il a gagné 5-0. Donc Ouais. c'est les vieux rivaux historiques de Ouais. la boxe anglaise. Il lui a mis 5-0 dans le premier événement là, fait par les Saoudiens, équipe contre équipe. Ouais. Et là, sa star, parce que c'est sa star depuis des années, Joshua, qui se fait éteindre par Dubois, qui est même pas la star des poids lourds de Warren, puisque c'est Fury. C'est Fury, ouais. Il lui a mis difficile l'année de Hearn non, face mais- à Warren quand ouais, même. mais on voit aussi en même temps, on voit aussi qu'il y a on est sur un travail promotionnel différent et Warren il a beaucoup misé sur des poids lourds plus jeunes et qui devaient arriver à maturité à peu près à cette époque-là. Et ben c'est lui qui gagne là, actuellement, c'est lui qui gagne. Hein. Il a choisi de se renouveler Warren et c'est en train de payer pour lui clairement. Après c'est cyclique, hein, la boxe c'est comme ça. Hearn il a eu Joshua très jeune et Ouais. il a eu beaucoup de succès avec lui. Là, Warren, il a les deux petites pépites de la boxe anglaise poids lourd. Il a Dubois et il a Moses Thomas. Et il a Thomas, ouais. Donc c'est lui qui travaille bien pour le moment. Et voilà, donc c'est clair que pour Hearn en ce moment, ça se passe pas super bien. Et en même temps, lui aussi de se remettre en question, de se renouveler. Il a beaucoup d'influence sur Joshua, on le sait. On sait qu'il est capable aussi d'influencer sa carrière jusqu'au point d'influencer ce qui se passe dans la salle. À eux de réfléchir collectivement aux bonnes solutions. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça va être intéressant, je le disais dans l'intro. C'était quand même le combat à pas perdre pour Edgy, pour plein de raisons. Là, pour le coup, pour se placer pour la suite derrière. C'est là où on y vient. Quelle suite pour Edgy ? Il y a une clause. Il y avait une clause de revanche. Donc, il peut activer sa clause de revanche. On se souvient, souvenez-vous de Ruiz. Il aime pas perdre, Anthony, surtout dans un combat où il n'était pas favori. Et il est plutôt du genre à dire je retourne au charbon et je vais prendre ce rematch direct. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée possible pour le coup. C'est quoi les autres possibilités ? C'est ça à part si tu prends pas cette revanche. Moi j'ai noté plusieurs noms qui peuvent entre guillemets faire sens dans le sens où ça rapportera toujours un petit billet et ça peut lui permettre de se relancer un peu et de se dire parce que tu sais on sait pas si Usyk dans un an et demi il va peut-être bâcher, arrêter sa carrière. Moi je suis persuadé que dans 18 mois c'est fini. Voilà, et que toutes les ceintures peuvent être disponibles à ce moment-là. Donc tu as peut-être des ceintures à aller chercher pour devenir 100%. 3e fois champion du monde puisque c'était son objectif Anthony Joshua d'être pour une 3e fois sacré mondialement. J'ai noté, tu as du Jarrell Miller, Jared Anderson qui sort d'une défaite, la petite pépite américaine, Joe Joyce qui est un peu dans le mal aussi côté britannique, ça ferait en Grande-Bretagne, ça fait du chiffre. Dylan White, ça fait toujours du chiffre en Grande-Bretagne si jamais il veut ressortir du truc. Andy Ruiz 3, c'est pas si bête Andy Ruiz 3. Parce qu'il y a une histoire à raconter, que ça va parler au public, que ça, tu vois ce que je veux dire ? Ça peut ramener quelque chose. En plus, il y a le rapport avec la défaite qui sort. Mais en vrai, alors qu'on l'a attendu des années pour une disputed, c'est Wilder. Ah, oui. Si Wilder est toujours boxeur et veut toujours, tu vois, faire des gros combats comme ça, il y a presque sens là, non ? Ils sortent tous les deux d'une grosse défaite par KO. En tout cas, sur le papier, oui. J'ai vu passer un mec sur les os qui disait c'est un peu comme ils font au catch, loser lives down match. Tu vois, le perdant arrête sa carrière. Ça fait presque sens en fait. Sur le papier, voilà, c'est pour ça que j'aime bien ton presque. J'aime bien ton presque. Tu sais pourquoi tu me connais maintenant. Tu sais pourquoi je mets presque. C'est pour ça que j'aime bien ton presque là-dedans. Sur le papier, en tout cas, oui. Sur le papier, ça fait sens. Mon problème à moi sur ça, c'est que Wilder, il est complètement chatte.
Pour moi, il est complètement. Pour moi, Wilder, il a donné tout ce qu'il avait donné à la boxe. Il a vraiment basculé dans le mauvais côté. Moi, de ce que j'ai vu sur son dernier combat, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Je pense qu'il a plus rien à donner. S'il vient, c'est pour le chèque. Ouais, et en vrai, je pense, je vais parler honnêtement, je pense que Joshua, aujourd'hui, alors on parle, Joshua explose Wilder. Voilà, moi je pense que maintenant ce sera un très gros chèque. Mais le public sera là. Hein. Et voilà. Le public regarde ce combat. Turquie le fera sans aucun problème. Donc les gens regarderont. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait toujours rigoler, cette histoire de tu comprends, maintenant qu'il a perdu, ce combat-là, il se fera plus. Le public, il regardera tout le temps, c'est des poids lourds. C'est des poids lourds. Il y a des gens, le public s'apprête à regarder Mike Tyson contre Jake Paul. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi le fait de me dire que vous ne regarderiez pas ces combats-là. Vous allez regarder comme tout le monde va regarder. Non, maintenant, c'est vrai que pour moi, Wilder, il est un peu fini, mais voire complètement fini. Non, et je ne pense pas que ce soit le cas de Joshua. Pour moi, il n'est pas fini. Tous les noms que tu cites, c'est des combats qui vont être intéressants à faire pour lui. Et c'est intéressant. On l'entendait dans notre son. C'est pour ça que j'ai laissé la fin du son. Il dit, c'est tout ce qu'on dit, Baba. C'est tout ce qu'on vient de dire là. Tant que des gens veulent me voir combattre, je combattrai. Je suis un gladiateur. Lui, c'est un boxeur, c'est sa vie, c'est sa carrière. Et on rappelle, il est champion olympique de boxe. Hein. Il vient pas de nulle part. C'est sa vie, la boxe. Et il dit tout. Tant que des gens voudront combattre. Et je pense qu'en Angleterre, pendant encore longtemps, même s'il prend d'autres défaites, les gens voudront voir Anthony Joshua combattre. Il y a un truc à dire, Baba. Essentiel. Mais bravo et merci Anthony Joshua. Il a vendu, j'allais le dire, dans des stades en Angleterre, il a vendu en tout et pour tout 490 000 tickets. Quasiment 500 000 places. 500 millions. Non, 500 000, excuse-moi, pas 500 000. Non, mais je veux dire, on est à la moitié d'un million. De tickets. On parle de gens dans des stades. On parle même pas de gens derrière la télé. 98 000 personnes samedi soir dans Wembley pour ce combat, alors qu'il était plus champion de quoi que ce soit. C'est complètement ouf. Respect à la façon dont il a porté la boxe britannique, avec Fury d'ailleurs, on peut mettre les deux un peu dans le même sac, mais plus Joshua encore. Mais en fait, c'est la superstar de la boxe. Tous les gens que je le voyais lui parler très très mal de lui samedi soir après la défaite, non les gars, respectez ce qu'a fait Anthony Joshua et ce qu'il continuera à faire, parce qu'il va continuer de remplir des stats. Mais déjà, premièrement, faut bien se rappeler des choses. Mais c'est bien que tu dis ça, Alex. Joshua bat Klitschko pour devenir champion. À partir de ce moment-là, Joshua sort la catégorie reine d'une torpeur de 10 ans, où il se passe rien pendant 10 ans en fait. Où plus personne veut regarder des poids lourds boxer. Et j'ai un respect immense pour Vladimir Klitschko et sa carrière, clairement. Beaucoup plus que certains d'ailleurs. Mais il ramène le spectacle, il ramène du show, il ramène des gens dans les tribunes. À partir de là, il réveille en fait. Il réveille la boxe, il sonne quelque chose. Et aujourd'hui, si l'Angleterre c'est la place forte de la boxe, c'est le record d'influence en Angleterre pour un combat de boxe. C'est Joshua qui fait ça. C'est Joshua qui ramène dans son sillage tout ça. T'as raison, il a allumé quand même sur cette catégorie des lourds une mèche qui aujourd'hui donne. Et aujourd'hui, alors bon, les superfly et les petites KT, moi c'est mon truc, donc je mettrais en ce moment je mets les superfly tout en haut et puis les bantams pour des raisons perso et japonaises. Mais la boxe c'est une des catégories les plus les poids lourds c'est une des catégories les plus fun de la boxe. Exactement, il a tout largement, il a tout redynamisé. Tout peut arriver dans tous les combats aujourd'hui dans les poids lourds, à part Usyk qui est au-dessus et qui est le patron. Tout peut arriver partout. Et pourtant c'est Fury qui détrône Klitschko, tu vois, de base. C'est Fury qui détrône Klitschko, mais non, la mèche allumée, c'est la mèche allumée, c'est 2017. Pas grand-chose derrière. Par contre, voilà. En plus, Fury, tout ce qui se passe dans sa vie derrière le combat contre Klitschko. Donc voilà. Non, Joshua, il allume tout ça. Il ramène encore aujourd'hui 96 000 personnes. C'est un combattant avec une aura exceptionnelle. Son entrée, encore une fois, une entrée légendaire, électrisante. C'est pour ça que tu regardes de la boxe, parce que tu veux ce genre de show-là. Et il a encore des combats à donner à la boxe. Il a encore des combats à donner. Faut juste se dire. Qu'est-ce qu'on veut en fait de ce genre de combattant-là ? Est-ce qu'on veut qu'il ait que des combats qu'il affronte en boucle, qu'il ait toujours les mêmes rematchs où ça peut être compliqué ? Ou alors on en profite. En Angleterre, il y a des beaux combats à faire. Moi, je pense que Joyce, par exemple, c'est un bon combat à faire parce que ça va mettre des gens dans les tribunes. Il y a un intérêt. Est-ce que Joshua il est redescendu ou est-ce qu'il va pouvoir maintenir le cap pendant encore quelques années ? C'est intéressant. Et puis comme ils ont dit, elle est devenue fun cette catégorie. Tous les combats maintenant, qui peut gagner en fait ? Les combats entre ces noms-là, ils deviennent très très fun. Eddie Hearn, lui, a cité pour la dernière possibilité qu'on va citer pour Joshua. Lui, il dit, en gros, il table sur Usyk qui rebat Fury dans la revanche le 21 décembre, et qu'ensuite on fait Joshua Fury qui viennent de perdre leurs deux combats. Fury, t'as vu au bord de ring, une fois qu'il y a le KO, il dit. C'est un peu viral parce qu'il y a McGregor à côté de lui. Il dit, je viens de perdre 150 millions. Je crois pas. Je crois pas Tyson. Parce que je pense que même si Usyk le rebat en décembre, Joshua Fury à Wembley en avril 2025, tu fais 95 000 personnes.
Bah oui, et puis rapportes ton bien argent. sûr que oui, c'est un combat qui vendra toujours tant que les deux sont en santé, Voilà. en bonne santé. Ils en se sont capacité jamais de combattre. affrontés. Tu vois, Voilà. on l'a toujours dit, c'est les deux Angleterres aussi qui s'affrontent. Il y a plein de Il trucs dans ce vendra, combat. et je pense que si tu fais le combat, c'est le combat qui vendra le plus, je pense, dans leur pays de l'histoire. Moi, j'en suis persuadé, même aujourd'hui, même après les défaites. Et puis aussi, Tyson, si tu n'as pas perdu 150 millions parce que Joshua a perdu, tu as perdu 150 millions quand tu n'as pas voulu faire le combat. Oui, à l'époque où ça pouvait rapporter 150 millions. C'est devenu un spécialiste de réécrire l'histoire, mais C'est signé, hein, tu la vois vidéo en toujours, 2020 où il dit que c'est signé pour deux voilà. combats, on vous le rappelle. Hein. tu trouveras toujours des Alex et des Baba pour te dire que non, on était là et on a tout dans la tête. Et non, tu l'as perdu. Si tu les as perdus, tu les as perdus bien avant ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. Complètement, mais en tout cas, ça rapportera encore et ça fera du chiffre ce combat-là et ce sera très suivi par le public anglais, même en sortant de défaite. Bien sûr. Ils ont réveillé ce truc-là et les gens veulent les voir combattre. Ouais. C'est ce que dit Joshua dans le son qu'on a passé tout à l'heure. On passe à Dubois quand même. Oui, bien sûr. Il faut Baba parce que c'est très important. 27 ans, 22 victoires, 2 défaites en carrière, désormais 21 KO. Il avait perdu, on se souvient, c'est en novembre 2020, donc c'est quasiment il y a 4 ans, ce petit KO contre l'ami Joe Joyce. Il se fait fracture le plancher orbital, il le martyrise à coups de jab, Joyce, pendant tout le combat, et il le finit avec un jab. Beaucoup l'enterrent à l'époque. Oui. Beaucoup l'enterrent. C'était le prospect des poids lourds. Et ben finalement, il donnera jamais rien. Belle leçon d'humilité pour beaucoup de, tu vois, dans cette société moderne où avec les réseaux sociaux tout passe très vite et on oublie tout. Et puis on voit que le dernier combat, on oublie tout ce qu'il y a avant, on oublie tout ce qui est possible de faire après. Mais en fait, il a légitimé quand même son statut aujourd'hui. Il est reparti vers l'avant. C'est beau. Alors qu'il y avait eu un combat contre Kevin Lerena où il a envoyé 3 fois au tapis au premier round. C'est un mec qu'on aurait pu beaucoup enterrer, même un Frank Warren aurait pu l'enterrer et dire je crois plus à toi. Enterré, on va pas se mentir. Il y a cette controverse avec Usyk parce que Kuba ou pas Kuba, on en a déjà donné notre avis ici, on va pas y revenir Baba, mais il se fait dominer pendant 9 rounds par Usyk. Donc tu vois, t'aurais pu te dire c'est terminé pour ce gars-là et en fait il revient et c'est un beau symbole Baba et je te donne la parole sur ça, mais il était pour certains bookmakers, je te l'ai dit en off juste avant l'émission, il était moins favori pour battre Joshua que Ngannou l'était. Ouais. C'est-à-dire que sa cote était plus basse. Ouais. Le manque de respect, c'est incroyable. J'adore Francis, vous savez à quel point on adore Francis ici. Ouais. Mais le boxeur avec des qualités de boxeur et qui pouvait le plus embêter, c'est Dubois. Hein. C'est pas Ngannou. Il y a eu un manque de respect incroyable, Baba, pour Dubois. Et c'est beau de l'avoir vu faire taire beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on aime bien ce sport aussi, parce que en plus c'est assez particulier, parce que si tu veux, le manque de respect des fans, j'y m'y attends toujours. Voilà, les fans sont comme ça, très versatiles et avec très peu de mémoire. Donc les fans, j'y m'y attends toujours qu'ils soient un petit peu dans ce manque de respect, de toute façon ils vaut rien, etc. Jusqu'à ce qu'on leur prouve le contraire. Mais là, c'est un manque du respect des professionnels de la boxe, de tous ceux qui gravitent autour du monde de la boxe. Donc les bookies, les coachs, les commentateurs, les analystes ont tous vraiment très très mal parlé. Souvent en dépassant les limites. Oui, souvent en parlant de l'être humain. Voilà, je vais te redire ce que je t'ai dit en off très clairement. C'est que là, si tu les écoutais, c'était Forrest Gump qui affrontait Anthony Joshua. Ouais. Et ça fait mal de lire des choses comme ça, d'entendre des choses comme ça. J'ai vu passer des choses que c'est un mec qui lit avec son doigt qui va battre Joshua. Enfin. Ouais, c'est dommage. C'est le mauvais versant de ce sport que j'aime tant, où des fois on franchit des limites. Ouais. Et on refait les choses avant que... Et on oublie tout le temps. On oublie tout le temps qu'à la fin, il y a un carré. Et il y a 3 personnes dedans. Il y a 2 qui s'affrontent et il y a un mec qui... Il y a un coup de gong et c'est parti. Voilà, c'est tout. Et à la fin, la vérité, elle sera que dedans. Il a imposé sa vérité aujourd'hui. Il est venu rappeler à tout le monde que, avant toute chose, c'est un sport de résilience. Ouais. Avant toute chose. À la fois à l'intérieur du ring, puis en dehors. C'est pas parce que tu as perdu des combats que tu es terminé. Joshua l'a montré, parce qu'il a perdu contre Ruiz. Fury l'a montré en se faisant envoyer au tapis au dernier round de ce combat contre Wilder. Etc. Et t'as cité un mec tout à l'heure, Vladimir Klitschko, parce que les gens connaissent souvent les gens qui suivent la boxe de loin connaissent Klitschko que c'est le mec qui a été champion du monde des lourds pendant 10 ans. Klitschko, il prend 3 défaites en début de carrière. Cuisantes, il se fait stopper. Et tout le monde, à ce moment-là, je pense que si t'as les réseaux sociaux aussi puissants qu'aujourd'hui, on dit juste Klitschko, c'est une daube et il fera jamais rien dans sa carrière. Après Corey Sanders, c'était compliqué. Et derrière, il règne pendant 10 ans. Il règne pendant 10 ans, ce gars-là. Dubois nous l'a prouvé là. D'ailleurs, c'est le premier champion du monde de coach Don Charles qui était avec lui. Pour le clin d'œil, tu sais où je vais revenir avec ce clin d'œil. Qui est un boxeur français maintenant. Voilà, qui aujourd'hui est le coach de Tony Yoka. Ouais. Donc Tony Yoka deviendra peut-être pas champion du monde, les gars. Moi, si je devais parier, je mettrais pas mes sous sur Tony Yoka champion du monde. Mais enterrez pas les boxeurs. Non, faut pas. Surtout quand on n'est pas si vieux que ça. Tu vois pas. Il a que 27 ans. Ouais. Donc Dubois nous a prouvé
encore une fois, et comme différents noms qu'on a dit là, Baba, que surtout chez les poids lourds, enterrez pas les mecs. Non, jamais. C'est une carrière, c'est long. Et c'est vraiment, c'est à la fin du voyage qu'on pourra évaluer la carrière. Là, de nous expliquer, parce qu'il a eu une fracture du plancher orbital, que c'était un combattant qui était pas très courageux. Ça, c'est des choses que Eddie Hearn, par exemple, a expliqué. Il s'est fait arrêter sur un jab, donc il n'est pas C'est courageux. compliqué. C'est des mecs en face. C'est une catégorie où tout le monde tape fort, y compris Usyk. Et j'ai passé des années à expliquer que même quand il montrait, il tapera fort. Mais bon, c'était comme si je parlais à des sourds. Et voilà. Et Dubois, il était très très jeune quand il a fait ces combats-là. Il a 27 ans. Pour un poids lourd, c'est extrêmement jeune. Voilà, on n'est pas Mike Tyson qui veut. Et devenir champion du monde des poids lourds à 20 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Là, il a été, en plus de ça, pour ne rien arranger, Dubois, il a été un paper champion, malheureusement, parce qu'on lui a envoyé sa ceinture par courrier. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais en gros, Usyk n'a pas voulu défendre contre le mandatory, son challenger obligatoire IBF, qui était Filip Hrgović à l'époque. Donc l'IBF, qui est la fédération qui est la plus stricte sur l'application de ces règles, lui a enlevé la ceinture d'Usyk et l'a mis en jeu entre Hrgović et Dubois, qui étaient les deux premiers au classement IBF, et Dubois a battu Hrgović. Dubois depuis décembre, il a battu Jarrell Miller, Hrgović et Anthony Joshua. C'est intéressant parce que sur les trois, sur la série voilà de pourquoi il combats, est paper champ pour beaucoup. Exactement. Vous comprenez. Et sur la série de 3 combats de chacun, on se rend compte que Dubois, c'était des adversaires qui étaient plus dangereux. Ça légitime là, la victoire pour toi, ça légitime son statut de champion du monde. Moi j'ai noté, Baba, après tu me diras, moi j'ai noté, c'est pas le champion du monde des poids lourds. Il n'y a aucun doute sur qui est le champion du monde des poids lourds. C'est Alexander Usyk. Oui. Mais dans les standards de la boxe moderne, il a prouvé. Il est champion. Il est champion. Comme si Mbili va prendre la ceinture IBF chez les super middle, parce que Canelo, là, on sera les premiers à dire qu'Mbili est champion. Bien sûr que oui. Il légitime sa victoire. Bien sûr que oui, le champion du monde, c'est Usyk, mais c'est un champion. Voilà. De Daniel Dubois. C'est un champion, il a fait de la meilleure des manières. Et en battant avec le plus d'adversité, avec vraiment beaucoup d'adversité pour gagner ce titre-là, j'ai kiffé son attitude sur le ring, parce que lui, quand il met KO Joshua, à la fin, il n'est pas en train de sauter partout. Il va tout de suite Il est tranquille en fait, parce que lui, il savait ce qu'il allait faire. Et moi cette attitude-là... Non, c'est pas tranquille. Et puis il va tout de suite s'enquérir de comment va dans Anthony, le respect, comment va le coin. Son coach qui va lui sauter dessus. C'est un bon mec. Son coach qui va lui sauter dessus, Dubois le repousse en disant tranquille. Ouais. Nous, on savait ce qu'on allait faire. Je l'ai fait. Je vais aller voir s'il va bien. Mais c'est tout. Je suis champion. Mais je savais. Comme d'ailleurs, Joshua avait fait contre Ngannou, souviens-toi. Exactement. Où il calme le public et ses coachs en disant tranquille, on a fait ce qu'on devait faire. Calmez-vous. PS, le clin d'œil, il est beau. Tu sais que les deux mecs qui ont affronté Ngannou en boxe, ils ont perdu le combat d'après. Ouais. Fury, comme Anthony Joshua. C'est pas facile, ça t'enlève de la vie. Non, puis Dubois, fun. Franchement, globalement, il a un super jab. Très fort physiquement. Puissant. À la fois, il a des ouvertures, donc ses combats sont spectaculaires et fun parce qu'il peut se faire toucher. Il se fait souvent toucher. Il est symbole de cette catégorie des lourds, je trouve, qui est hyper divertissant. Bien sûr. Et qui est sans doute la meilleure depuis 30 ans. Ouais, on s'éclate comme jamais on s'est éclaté depuis 30 ans dans cette catégorie. Là, c'est bien. Il y a beaucoup de combattants. Il y en a d'autres qui arrivent, donc c'est génial. Ils sont bien managés en plus. Au niveau promotion, ils sont tous signés. Ils vont avoir des combats réguliers. Dubois, je vais le dire tout de suite, il va perdre d'autres combats. Il a un style qui fait qu'il perdra d'autres combats. C'est comme ça. Il a un style, je te tue ou tu me tues. De toute façon, c'est comme ça avec Dubois. Il aura des guerres, mais en tout cas, il s'est acheté maintenant le droit d'être dans des très gros combats. Il s'est acheté le droit d'être en main event de très gros combats, d'être le main event de ses propres cartes. Et c'est tout ce que je lui souhaite, que Warren lui trouve des cartes à lui où il puisse briller, faire briller son public, faire briller sa famille et son style de boxe. Et voilà, qu'il est au sommet. Et maintenant, il est au sommet. On finit sur la suite pour lui. Quelles sont les possibilités? Il y a la revanche. Lui a dit tout de suite en conf, je veux ma revanche contre Usyk. Si Usyk bat Fury, et avec la controverse qu'on avait dit, même si pour nous, elle n'a pas lieu d'être, mais je veux cette revanche contre Usyk pour le titre undisputed, donc pour toutes les ceintures, puisque maintenant qu'il a l'IBF, s'ils se rencontrent, il y aurait les 4 ceintures pour le coup en jeu. Tyson Fury, lui, a dit aussi au micro, moi j'espère battre Usyk et ensuite faire ce combat contre Dubois pour essayer de devenir undisputed. Puis c'est les deux boxeurs de Frank Warren, ça fait sens, 2 Anglais. Le combat serait top en Angleterre à organiser pour le coup si Fury arrive à battre Usyk en décembre. Les 3 suivants au classement IBF, parce que c'est maintenant qu'il est champion IBF, il y a aussi l'idée des challengers derrière et qui peut l'attendre pour une défense mandatory. Agit Kabayel, Martin Bacolé, Zhai Lezang. Il y en a un autre en fait qui fait vachement sens en ce moment. C'est Joseph Parker. Vu la trajectoire des deux,
J'adorerais voir Joseph Ouais, Parker, c'est une belle Daniel histoire Dubois. c'est une belle histoire. Qu'est-ce que tu préférerais dans tout ça là? Ah, sans aucune hésitation, Martin Bacolé. Ouais, ok. Martin Bacolé, c'est fun aussi. Zayles Zhang a été des 3 IBF. Là, Zayles, c'est le seul qui l'a call-out sur les réseaux. Ouais. Il a call-out Dubois juste après le combat. Bacolé, c'est cool. En Bacolé, plus, il mérite ce gros il combat. mérite. Bacolé. Moi, pour moi, il mérite. De ouf. Bah, voilà. En fait, on parle depuis tout à l'heure d'histoire de jeunes combattants qui montent et qui méritent leur chance. Et quand on leur donne leur chance, ils montrent qu'ils sont en capacité de gagner ces combats-là. Je pense qu'il est plus que temps qu'on donne sa chance à Martin Bacolé. Il a mérité cette place. Chaque fois que tu lui mets quelqu'un en face, il le détruit. C'est un combattant qui est hyper fun. Et voilà, je pense qu'il est temps. J'espère. Maintenant, je comprends du côté Dubois que Dubois, il a beaucoup de valeur pour les deux mecs qui vont s'affronter en décembre. Dubois a beaucoup de valeur. Il a une ceinture. Il a une ceinture qui permet d'unifier à nouveau. Donc Usyk, moi, je crois pas qu'il soit encore dans ces considérations-là. Moi, je pense qu'Usyk, il est concentré sur le fait que il doit rebattre Fury, qui s'il le bat pas, il a une trilogie à faire. Ouais, et il peut prendre sa retraite, peut-être. Voilà. Ouais. Et moi, pour moi, c'est la direction qu'on prend. Parce qu'il faut pas se tromper, Fury a plus que c'est encore du 50-50. Ah oui, bien sûr. Attends, on se souvient du premier combat. Usyk derrière, je crois pas que Fury ira chercher Dubois. Ils feront une trilogie contre Usyk. Et voilà ce qui se passera. Il privilégiera la trilogie, tu penses, à Dubois pour Undisputed? Alex, toi et moi, on est des fans générationnels de boxe. Qu'est-ce qui cimente en fait la legacy de tes gars? C'est les trilogies. C'est une trilogie comme ça. Non, on est d'accord. Par contre, Dubois, lui, doit rêver d'un Fury pour une disputée de Wembley. C'est génial pour lui. C'est même mieux que la revanche contre Usyk pour lui. Ce sera mieux pour lui. Mais il faut qu'il se prépare soit à la revanche contre Joshua parce qu'il y a une clause dedans, soit à prendre l'un de ses mandatory. Et j'espère beaucoup. Et moi, à titre personnel, j'espère que ce sera Bacolé. Et je vais te finir sur un petit truc, mais elle va vieillir comme le bon vin, la carrière d'Alexander Usyk chez les lois. Il n'a pas beaucoup de combats. Et il a battu Joshua, Fury, Dubois. Dubois, c'est quand même. Et c'est le seul, j'ai vu passer la stat. Alors, il a moins de combats que les autres, donc c'est un peu un trompe-l'œil. C'est le seul des grands lourds actuels, tu prends toute la liste, qui a jamais été down. Ouais. Ah, voilà. Qui a jamais été mis au sol. C'est un combattant exceptionnel. Moi, j'ai pas besoin d'être convaincu sur le fait que c'est un combattant exceptionnel, Usyk, et c'est parfait. C'est parfait pour sa carrière et c'est parfait pour sa légende. En tout cas, tout ce qu'on a vu passer. Et si on nous avait dit que dans les mois, on a vu Wilder se faire mettre KO, on a vu Fury se faire mettre KO, Joshua encore, les 3 grands noms de cette génération-là, qui sont tous tombés en quelques mois-là. Comme on dit, des victoires de partout, Parker qui revient, Dubois qui revient, Kabayel, j'en parlais tout à l'heure, qui est au milieu de tout ça, Bacolé qui attend sa chance. Elle est top la catégorie des poids lourds. Et franchement, c'est une catégorie à part, on l'a toujours su. C'est des combats qui font rêver la planète pour le coup, plus que mes petites catégories. Mais aujourd'hui, il y a en plus le côté fun, entertaining qu'on n'avait pas avec les Klitschko. Et c'est génial et on va continuer de suivre ça avec intérêt, mon baba, dans le Fighter Club parce qu'il y a des gros combats à venir. On a tout dit? On a tout dit. C'est bon, on n'avait pas prévu, mais comme d'habitude, on a blablaté, mon baba. Voilà. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. On est dans la semaine de l'UFC Paris, on a 2-3 choses à dire, mon baba. C'est clair. Salut à tous, salut mon baba. Salut, à bientôt. Ciao. RMC Fighters Club.